Nous sommes jeudi 10 juin. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, condamnation en cascade à la cour d'appel de Conakry. Oumar Silla Fonike-Mangué écope de 3 ans de prison ferme. Mamadi Kandé alias Madik Sans Frontières, un autre opposant, a aussi été condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Ce sont là les verdicts des procès en appel rendus ce jeudi à Conakry. Rué vers le métal jaune à Gawal, le gouvernement guinéen ordonne l'arrêt immédiat de l'exploitation de l'or dans cette zone et les chasseurs d'or sont sommés de montrer chez eux. Pour les autorités, il s'agit d'abord de déterminer le périmètre où se trouve le métal jaune, ensuite ordonner son exploitation. Le juriste Jean-Paul Kotembedno approuve cette décision. Il a été interrogé par Mamadou Sadio Baldé. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est juste après cette virgule. Bienvenue à tous. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est arrivé ce jeudi soir à Conakry. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue professeur Alpha Condé. L'échange devrait porter sur la situation des prisonniers politiques, la lutte contre le terrorisme, entre autres. Selon le secrétaire général de la présidence de la République, les deux chefs d'État doivent animer une conférence de presse ce vendredi à Conakry. On écoute Nabi Youssouf Kiridi Bangoura au micro de Mamadou Kalisso et Ibrahim Souri Kamara. Et vous connaissez l'ancienneté de l'amitié entre les deux pays, la proximité aussi à la fois d'engagement panafricain et aussi de suivi des dossiers de sécurité et d'intégration de la sous-région entre les deux présidents. Donc cette visite se situe dans ce cadre-là. Laisser les deux chefs d'État se retrouver, discuter des problèmes qui sont sur la table au niveau de l'Afrique de l'Ouest, s'enquérir de la situation du développement du terrorisme dans les pays des États de l'Afrique de l'Ouest, du Sahel notamment, et se préparer à ajouter encore une pierre angulaire supplémentaire dans la construction de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest et de l'unité africaine. Je vous remercie. Oumar Silla, alias Fonike-Mangué, est à nouveau situé sur son sort ce jeudi à la cour d'appel de Conakry. Le chargé à la mobilisation du Front National pour la défense de la Constitution, FNDC, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Une décision de la cour qui paraît surprenante pour des avocats de la défense. Ils envisagent de saisir la Cour suprême afin que leur client soit rétabli dans son droit. Ali Badara Kamara et Lamine Silla pour le compte rendu. Après plusieurs jours d'attente, Oumar Silla, alias Fonike-Mangué, est finalement situé sur son sort chez jeudi matin. La cour d'appel de Conakry l'a condamné à 3 ans de prison ferme. Malgré cette condamnation, le chargé à la mobilisation du FNDC reste opposé au 3e mandat d'Alpha Condé. Le combat continue jusqu'à la victoire finale. Poursuivi pour menace de violence, provocation directe à un attroupement non armé, suivi des faits et pour communication de fausses informations. C'est sur la Cour suprême désormais que ses avocats comptent pour le libérer. La défense ne va pas se limiter là. La défense continue le combat jusqu'au bout. Et à partir de maintenant là, nous allons user des voies de recours devant la Cour suprême de Guinée. Les avocats de l'inculpé s'attendaient à la libération de leurs clients. Ils ont été surpris du verdict de la Cour d'appel de Conakry qui condamne l'activiste à un emprisonnement ferme de 3 ans. Et vous savez qu'au niveau du tribunal première instance de Dixine, Fonike-Mangué a été relaxé purement et simplement sur la base de l'article 544. Maintenant, puisqu'il y a eu injonction de procédure, la procédure de Dixine et la procédure de Mafanko, vous l'avez constaté, et le procureur a requis 2 ans de prison ferme. Donc aujourd'hui, le président, la Cour monte, on le condamne à 3 ans de prison ferme. Donc une décision bancale. Donc nous allons user de nos voies de recours pour aller devant la Cour suprême. Dès maintenant, là, nous allons exercer les voies de recours. À la délibération,
Le coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, accompagné d'autres membres du FNDC, ont manifesté leur indéfectible solidarité aux chargés à la mobilisation. Outré par la décision de la Cour, aucun de ses proches n'a souhaité s'exprimer. Autre condamnation, c'est celle de Mamadi Kondi alias Madik Sans Frontières, préalablement condamné à 5 ans de prison ferme. Il vient de bénéficier d'un allègement de peine. Ce blogueur fera désormais 1 an de prison ferme. C'est du moins ce qui ressort du verdict de la Cour d'appel de Conakry. Le militant de l'UFDG a déjà passé 8 mois en détention et selon son avocat, il lui reste 4 mois pour être libéré. Maître Abdoulaye Keïta est au micro de Ali Badra Kamara et Lamine Silla. Monsieur Madik Kondé, alias Madik Sans Frontières, a reconnu les faits et il a demandé pardon au tribunal. La décision, le tribunal lui a condamné à 5 ans de prison ferme. On a relevé appel. La Cour vient d'examiner cette affaire. Vous l'avez constaté que c'est la 3e fois qu'il renvoie par rapport à cette affaire. L'affaire était déjà mise en délibéré. Le ministère public a requis 1 année de prison ferme et la défense a demandé l'application de l'article 544 du Code de procédure pénale. Aujourd'hui, la sentence est tombée. Madik Sans Frontières est condamné à 1 année de prison ferme. Mais vous avez constaté, depuis le mandat de dépôt jusqu'à maintenant, ça compte tout ce qu'il a pris. Donc il a fait 8 mois de prison, donc ça reste 4 mois de prison ferme. Je préfère la politique du dialogue que le dialogue politique. Cela veut dire que tous les corps intermédiaires doivent tout mettre en œuvre pour aboutir au dialogue. Et c'est cela la politique du dialogue. Cette explication est du député Dr Kouressi Kondé qui salue la mise en place d'un cadre de dialogue. Tout comme lui, Dr Faya Milimono aussi se dit heureux que tout le monde en parle, même les plus sceptiques. Mais il craint que le dialogue ne perde ses vertus. Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré les ont rencontrés ce matin. Suivez leur compte rendu. La décrispation de la crise sociopolitique que traverse la Guinée passe par un dialogue inclusif. Mais certains acteurs politiques posent des préalables. L'ancien médiateur de la République estime pour sa part que tous les acteurs concernés devraient saisir cette occasion pour se pencher sur l'avenir de la Guinée. Il faut que notre pays sorte de cet engrenage des hommes, des bonnes et mauvaises volontés. C'est une occasion pour nous, pour tous les Guinéens, de pouvoir réfléchir à l'avenir de notre société, pour qu'on sorte de toute cette histoire d'emprisonnement, d'arrestation, de manifestation et qu'on passe au travail. Le dialogue est à la politique ce que la mort est pour la vie, pense le président du bloc libéral. Dr Faya Milimono, sur ses propos, craint toutefois que le dialogue ne perde sa vertu. Si vous vivez, c'est que vous allez mourir. Si vous faites la politique, c'est que vous allez dialoguer. Ma peur, c'est qu'on enlève, n'est-ce pas, au dialogue, ses vertus dans ce pays. Ça deviendra dangereux pour ce peuple. C'est pourquoi j'invite tout le monde, n'est-ce pas, à y penser. Les deux hommes politiques demandent aux acteurs concernés de rejoindre la table du dialogue et à l'État la libération des détenus. Le dialogue est une réponse à ces préoccupations-là. C'est-à-dire que vous voulez parler des détenus, c'est au dialogue que vous parlez des détenus. Donc, ressaisissons-nous, appelons les uns et les autres à une meilleure compréhension, à une meilleure lecture de la chose. Je crois que la tension doit baisser et je crois que les gens qui sont en prison, ils doivent être libérés. Ce cadre de dialogue permanent a été lancé dans le but de trouver une issue à la crise politique née des récentes élections dans le pays. Des acteurs politiques et sociaux conviennent qu'il faut une ferme volonté de l'ensemble des parties prenantes pour aplanir les points de divergence.
L'État a-t-il mieux fait d'interdire l'exploitation artisanale de la mine d'or à Kuncitel? Oui, répond un juriste. 4 points essentiels. Permettre à l'administration de s'assurer que toutes les mesures idoines sont prises avant de permettre aux mineurs d'y accéder. Alors qu'actuellement, souligne Jean-Paul Kotembedeno, la zone se trouve à l'état sauvage. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Kamara. Qui doit avoir l'autorisation d'exploiter une zone aurifère en Guinée? Est-ce que les ressortissants des pays de la sous-région ont les mêmes exigences que les nationaux? Avoir des titres, des autorisations d'exploitation artisanale, à condition bien sûr que les réglementations d'origine consacrent la réciprocité. C'est le contexte, c'est le cas du Mali, de la Guinée, de Burkina Faso en l'occurrence. Et en ce sens, on sait que la licéité de l'entreprise des activités d'exploitation artisanale est assujettie à l'exigence de la présentation de ce qu'on appelle une autorisation d'exploitation artisanale. Or, on sait que celle-ci aussi implique justement l'exigence de l'identification de l'étendue des ressources disponibles, mais aussi la réalisation au moins d'une notice d'impact environnemental. Aucune étude approfondie n'est réalisée à ce jour pour favoriser une exploitation de la mine d'or. La prudence veut que l'État interdise son exploitation. Je pense que ce que l'État doit faire actuellement, précisément, c'est la fermeture de la mine. En tout cas, une forme de moratoire, la suspension de l'exécution, pour 2 raisons essentielles, peut-être 3. La première, c'est le motif d'intérêt public, qui est l'ordre public, n'est-ce pas? Parce qu'il y a quand même une invasion de cet espace. Deuxième motif, c'est qu'il n'y a pas eu de réalisation d'impact environnemental, même si c'est juste une notice d'impact environnemental. Troisièmement, on sait qu'il n'y a pas eu d'études déterminant l'étendue des ressources identifiées pour laisser autant de personnes s'y réunir. La crise sanitaire pourrait être un des facteurs empêchant tout accès dans la mine. Le goût de la prospérité économique risque de se transformer en une situation d'incertitude. Quelles sont les conséquences qui résulteraient de l'insuffisance d'eau potable, de l'insuffisance de médicaments, de l'insuffisance en cas d'éclatement d'une crise nouvelle? Et il me semble que le problème d'intérêt public changerait de cap. On passerait de la recherche du bien-être économique à l'exigence de la gestion des questions de santé publique. Pourtant, s'ils s'en tenaient qu'à ces jeunes, ils allaient juste profiter des richesses que Dame Nature non a offert à la Guinée sans soucier toucher des conséquences multiples la réalité et variées. de Gawal et de... Une table ronde à l'endroit des parties prenantes pour une prise en compte des préoccupations des femmes pendant le Covid-19 a été organisée ce jeudi à Conakry. L'initiative de l'ONG Action Mine Guinée vise à aider ces femmes confrontées à des difficultés dans l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. La rencontre a réuni les responsables du ministère des Mines et de la Géologie et quelques femmes qui ont effectué le déplacement depuis l'intérieur du pays. Justin Leno, Ibrahim Souli 5 Souma. C'est une table ronde organisée par l'ONG Action Mine Guinée évoluant dans la gouvernance des industries extractives depuis plus de 10 ans. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son projet en faveur des femmes en situation de vulnérabilité due à l'exploitation artisanale de l'or et du diamant dans les zones minières de la République de Guinée. Comme vous savez, l'artisanat minier est surtout, il y a beaucoup de femmes dans cette activité. Et d'ailleurs, le ministère des Mines a commandité et réalisé avec le financement de la Banque mondiale une étude il y a quelques mois sur les problématiques JAR dans le secteur minier. La première phase du projet s'est matérialisée par l'exécution des activités comme la documentation sur les impacts du Covid-19 sur les femmes. Cette étude a concerné 3 localités. Premièrement, c'est la sous-préfecture de Banora dans la préfecture de Dingiraï. Deuxièmement, la sous-préfecture de Doko dans la préfecture de Sigiri. Et troisièmement, la sous-préfecture de Banankoro dans la préfecture de Kerouani. Après avoir été identifiés, ces mères de famille ont été appuyées par la création des groupements d'intérêt économique. Nous avons déjà l'Action Mine qui vient pour structurer, organiser les femmes à la base. Ça fait partie, n'est-ce pas, ça recoupe avec nos préoccupations, effectivement.
Pour beaucoup, l'accompagnement des femmes en situation de vulnérabilité dans les zones minières par des ONG ne suffit pas. D'où ces plaidoyers de l'ONG Action Mine Guinée pour une prise en compte des préoccupations de cette couche par les autorités compétentes guinéennes. Dans le cadre de la riposte contre la Covid-19, l'Agence nationale de sécurité sanitaire vient de recevoir 48 véhicules flambant neufs. La cérémonie de réception officielle a eu lieu ce jeudi à Conakry, un geste de la Banque islamique du développement Djena Bangoura et Laj Aliouba. Ce geste est le fruit d'un accord de financement signé entre la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen. Ces véhicules flambant neufs vont permettre de faire la jonction entre les différents piliers de riposte à la COVID-19 et faciliter le déplacement entre les équipes de coordination, de supervision, de la campagne de vaccination qui touche davantage de personnes à Conakry et qui s'étend progressivement à l'intérieur du pays. C'est avec un réel plaisir et le sentiment du devoir accompli que je vous présente aujourd'hui ce lot important de matériel roulant comprenant 44 véhicules de type Hilux et 4 Fortuner. La BID est satisfaite de participer aux côtés de la Guinée dans ses efforts de riposte et réitère également son engagement à être toujours dans les efforts entrepris par les autorités guinéennes, notamment dans le cadre du développement. La BID sera toujours et encore plus heureuse lorsqu'elle va constater que ces équipements auront été gérés avec rigueur et avec professionnalisme au plus grand bénéfice de ces populations bénéficiaires. Les bénéficiaires saluent la BID pour sa contribution financière au projet de développement de la Guinée et rassurent la bonne utilisation de ces engins roulants. Au moment où plus que jamais, nous devons rester mobilisés pour mettre en œuvre les stratégies efficaces de lutte contre le Covid, je puis vous assurer que le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour l'utilisation rationnelle des moyens logistiques mis à notre disposition. Des stratégies sont établies pour la répartition de ces véhicules, nous explique le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Toutes les préfectures, on a planifié au moins 2 véhicules de service dans le cadre de la riposte, y compris les directions régionales. Cette fois-ci, on a même prévu des véhicules pour les directeurs régionaux, des directeurs généraux des hôpitaux régionaux, où sont hospitalisés nos cas. Des clés sont remises aux autorités sanitaires afin de soutenir en toute urgence les activités de riposte et le contrôle de la pandémie dans notre pays. Une rencontre entre les travailleurs du projet urbain Haut-de-Guinée, PUEG, en abrégé, a eu lieu ce mercredi 9 juin à Conakry. Le cadre d'échange s'inscrit dans le sens d'une assistance technique et d'appui au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour mener à bien la réforme institutionnelle du secteur urbain de l'eau potable en Guinée. Machek Sonda Kourouma et Ibrahima Dekosouma ont assisté à cette rencontre. Suivez le reportage. Le projet urbain Haut-de-Guinée a été pour la première fois initié en 2017 par le gouvernement guinéen. Les membres du PUEG ont alors rendu effective cette idée ce mercredi. Ils ont lancé officiellement une mission d'assistance technique d'appui au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il faut dire que cette volonté des autorités va aussi en droite ligne avec le plan national pour le développement économique et social. Nous allons réhabiliter tout ce qui est réseau et branchement obsolète depuis Manéa jusqu'au niveau de la forêt de Dabompa, de Bonfi au Kadak, Kadak Post-Madina, Kadak Sig-Madina. Également dans la zone, dans la commune de Kaloum, il y aura la réhabilitation des conduites de distribution primaire qui partent du château d'eau d'Almamia jusqu'au niveau du port et du château d'eau d'Almamia jusqu'à l'église anglicane. Encore une fois, ces projets du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur financement de la Banque mondiale a pour objectif général l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base. Papakoli Kourouma mesure la portée de l'initiative. Ce qu'il faut plutôt noter, c'est l'importance que revêt cette mission
d'assistance technique au département. Depuis plusieurs années, le secteur de l'eau potable en Guinée est en baisse. Et cela est dû essentiellement au manque d'investissement majeur dans le secteur. C'est le groupement de cabinets Semis-IDEF du Sénégal, avec l'accord de l'IDEA, qui a été retenu pour l'assistance technique au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le contrat de service s'y rapportant a été approuvé en avril 2021 et la notification faite par le ministère des tutelles pour le démarrage de ces prestations prend une durée de 18 mois. Là, nous avons comme mission sur 18 mois d'assister le ministère à la préparation de l'ensemble de ces études et voilà, nous serons là, il y aura une assistance technique permanente, un assistant technique permanent qui sera dédié à ça. À la question de savoir si le projet couvrira toute la Guinée, Souleymane Doucouré-Ba répond. Pour un premier temps, ce projet-là, il ne couvre que la ville de Conakry. Voilà, c'est cet élément de reportage qui met fin à ce journal de 20h, réalisé pour vous par Mamadou Saliouba. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à celle technique. Merci de votre aimable attention. Nos programmes continuent.